Hello tout le monde, c'est Marina, de retour pour une nouvelle vidéo et je vais commencer par vous souhaiter mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année et voilà, j'espère qu'elle sera beaucoup plus productive que la précédente et je vous souhaite tout le meilleur. J'ai déjà fait une vidéo en anglais où j'avais présenté mes livres favoris de 2018 que j'ai lu en anglais et je me suis dit pourquoi ne pas faire aussi un favori de mes livres lus en français. Pour commencer, Bienvenue au Royaume du Sida de Marie-Louise Abia. Marie-Louise Abia est une auteure congolaise dont on parle très peu. Ce livre-ci, même s'il y a marqué roman, en fait c'est plus pour moi une collection de 4 nouvelles. 4 nouvelles qui sont liées les unes aux autres par 2 faits particuliers. C'est que la personne qui écrit les nouvelles, c'est un ecclésiastique à qui tout le monde s'est confié, tous les 4 protagonistes des 4 nouvelles, et qui se trouvent tous au même endroit au moment où ils racontent leur histoire à l'abbaye. Les histoires sont très intéressantes, elles sont toutes aussi intéressantes les unes que les autres. Si vous avez envie de vous balader un tout petit peu du côté du Congo, Brazzaville, vous visitez différentes villes. Vous allez visiter Dolisie, vous allez visiter Brazzaville, vous allez visiter beaucoup d'endroits. Donc je vous recommande vivement ce livre. Maternisme ou le retour du féminin sacré africain, écrit par Natou Pedro Sakombi. Ça parle, c'est pas le matriarcat, c'est vraiment le maternisme. C'est un mouvement que je ne connaissais pas, que j'ai découvert justement en lisant ce livre et que je vous recommande parce que moi-même, après lecture de ce livre, évidemment, je me suis dit que j'allais faire d'autres études, lire d'autres personnes, etc., qui parlent de ça, qui parlent du rôle de la femme en Afrique bien avant l'esclavage, bien avant la colonisation, le rôle que la femme avait, c'est ce rôle important qu'on lui a finalement un petit peu confisqué avec la mise en place du patriarcat comme seul et unique modèle. L'autre livre que je vous recommande et que j'ai beaucoup apprécié, c'est Un meilleur à soi de Émilie Prophète. C'est une auteure haïtienne. Ce livre parle du voyage. Et il y a aussi en fond une histoire d'amour homosexuel ou lesbienne, en tout cas, entre les deux, l'autre s'appelle Lucie et Maritou. Voilà. Leur histoire d'amour est très belle et très intéressante, mais c'est pas le focus du roman. Le roman est vraiment, met vraiment l'accent sur le départ, sur l'exil, pourquoi, etc., etc. Et donc, je recommande beaucoup. Sa plume est très belle, elle va à l'essentiel, il n'y a pas de fioritures, c'est très beau, ça vous emporte et ça se lit très vite, justement parce que c'est très bien écrit. C'est la première fois que je la lisais, je l'ai rencontrée entre autres lors du salon du livre haïtien. Le premier jour, j'ai avalé tous les mots qu'elle disait. Je me suis dit, si cette femme écrit comme elle parle, comme elle s'exprime, il me faut la lire. Et franchement, je ne me suis pas trompée, j'aime sa plume, je vous la recommande. Quoi que vous trouvez d'elle, bah lisez. Que ce soit même La danse de Pilar, qui m'a été recommandée par un autre auteur, parce qu'on est justement de lire ce livre pour compléter ce thème-là. Et franchement, c'était un plaisir de lire Charlie Nefa, qui est, elle, d'origine gabonaise. Cette histoire m'a un peu ramené, beaucoup même ramené dans mon enfance, au Congo-Brazza, quand on allait s'asseoir devant la télé juste pour regarder les danseuses de l'autre rive, du côté maternel de mon Congo. Donc Kinshasa. J'ai beaucoup aimé sa façon son style narratif. Le problème, il y a un épisode sur la sexualité des femmes là-dedans. J'étais là, trop véridique en fait, trop véridique et triste. Réalité, je sais pas, mais lisez-le. Et une fois que vous l'aurez lu, on pourra toujours en parler. En fait, s'il y a un livre en particulier dont vous voulez que je parle plus en détail, n'hésitez pas à me le laisser dans les commentaires pour qu'on en parle plus, sans pour autant qu'on vous donne des spoils. Parce que je n'aime pas, moi personnellement, quand je lis un livre, j'aime bien aller à l'aveugle, mais j'aime pas qu'on me donne trop d'informations. Donc je m'arrangerai pour ne pas en dire trop, mais vous donner suffisamment envie d'aller découvrir le livre. J'espère déjà que cette vidéo-ci vous donnera envie aussi d'aller découvrir ces œuvres-là. Le Parlement conjugal de Paulina Chiziane, qui m'avait été recommandé par Ndeye Fatou Kane. Ben oui, elle ne fait que ça, me recommander des livres et me faire dépenser mon argent. Dans la même lignée que Baba Segui, ses 4 épouses, leurs secrets, etc. etc. Il faut lire celui-ci, ça traite aussi de la polygamie. Mais contrairement à Baba Segui, où la polygamie est consentie par toutes les femmes, où c'est ouvert et que tout le monde est au courant, ici, la polygamie, la femme principale, l'épouse principale, finit par la découvrir juste parce qu'un jour, elle en a marre. Elle pense qu'il y a une femme qui lui vole, entre guillemets, son mari, parce qu'on ne peut jamais vraiment voler un homme, même si ce sont des gamins jusqu'à la mort, on ne vole jamais un homme.
ok? C'est que l'homme voulait lui aussi se faire, enfin, s'emporter dans le truc, et en général, ce sont eux qui vont chercher. Hein. Bon, bref. Donc, elle voulait aller se battre contre cette rivale, lui faire comprendre que c'était elle la propriétaire du mari, mais elle va découvrir finalement qu'elles ne sont pas que toutes les deux, qu'elles sont innombrables même. Voilà. Confession d'une sardine sans tête de Guy Alexandre Nsonda. Je regarde le nom parce que chaque fois que j'en parle, je dis toujours que c'est Wilfried Nsondé, alors que c'est Guy Alexandre Nsonda qui a écrit ce livre aussi. C'est l'histoire de Bartosa Bartimer. Il a un nom très long et vous savez que je ne retiens jamais les noms des personnages quand ils sont... Enfin, déjà, je ne retiens pas les noms des personnages. Mais je sais qu'il s'appelle Bartosa, Mortimer, quelque chose comme ça. C'est un homme un sexagénaire qui s'apprête à fêter ses 30 ans. Ouais. Et il nous embarque en fait dans son récit. Et j'ai beaucoup aimé parce que c'est un récit qui se lit comme une pièce de théâtre. On a l'impression que le narrateur principal est sur scène et qu'il nous joue sa pièce et que nous on assiste. Et il n'hésite pas à nous parler, à s'adresser directement à nous. Et enfin, nous on a l'impression en fait qu'il s'adresse directement à nous. Et quand on se prend au jeu, il revient pour nous rappeler que non, il ne s'adresse pas à nous, en fait, il s'adresse à sa poupée. Ce que j'ai beaucoup aimé, ce sont les mots, le verbe. Il y a beaucoup de mots. Et ils s'en servent comme de papier hygiénique, comme de mouchoir. Rarement, il se sert du même mot deux fois, dans les mêmes phrases ou dans les explications, etc. Il y a toujours du vocabulaire qui arrive et il parle jusqu'à ce que nous, lecteurs, même à un moment donné, nous soyons à bout de souffle. On n'arrive plus à le suivre. Et c'est fascinant par rapport à ça. J'ai beaucoup aimé. Et ça nous fait aussi nous poser des questions sur la folie. Qu'est-ce qui est fou en fait? À quel moment on peut te déclarer fou? Et qu'est-ce qu'on peut dire comment la société nous classifie? Est-ce que ce monsieur est vraiment fou ou est-ce qu'il vit juste dans une réalité que nous, qui nous disons justement saints d'esprit, n'arrivons pas à percevoir et n'arrivons pas à comprendre? Bref, c'est un livre à lire parce qu'il y a beaucoup de questions à se poser, il y a beaucoup de thèmes, même si tout se passe en une journée en fait. Mais on n'a pas l'impression que c'est juste une journée. Ouais. Confession d'une sardine sans tête. Ça vaut le détour. Théo Ananisso. Et un de mes coups de cœur de l'année dernière dans ce qui est la lecture, Delicatessen. J'ai beaucoup aimé cette histoire. J'en ai fait une chronique aussi sur Africa numéro 1. Il y a un podcast, donc vous pouvez aller sur Africa numéro 1. Vous trouverez ma pensée principale sur ce livre que je vous recommande vivement. Vivement. Voilà. J'ai beaucoup aimé. Alors là, ça a été... Et bizarrement, j'ai donné 4 étoiles à ce livre pour différentes raisons sur Goodreads. Je ne lui ai pas donné 5 sur 5. Mais je le recommande vivement à qui veut bien le lire. C'est le premier roman de Ralphani Mwanakongo et il s'appelle La Boue de Saint-Pierre et il vaut le détour. Cette histoire, elle est juste captivante. Elle parle d'une enfance et j'aime bien cette écrivaine parce que quand elle parle de l'enfance, c'est toujours une enfance atypique et elle a cette façon d'aborder la désacralisation de la femme qui me plaît. C'est pas les mères parfaites dont elle parle. Elle nous parle de ces mères qui ont des failles comme tout être humain, quoi, qui pensent faire de leur mieux, même en faisant du mal autour d'elles, en faisant du mal à ceux qu'elles aiment le plus, à ceux qu'elles pensent protéger. Donc voilà, ce roman, franchement, je vous le recommande les yeux fermés. C'est pas pour vous dire que vous allez tous lui donner 5 sur 5, parce que je vous l'ai dit, moi-même, je lui ai donné 4 sur 5, pas 5 sur 5, mais il vaut la peine d'être lu, Le Sari Vert de Ananda Devi. Avez-vous déjà lu un livre que vous avez aimé, mais vous avez honte, en fait, chaque fois que vous en parlez, vous avez honte de dire aux gens, j'ai aimé ce roman, parce que il n'a rien d'aimable, en fait. Enfin, dès le départ, quand on rencontre le personnage principal, le narrateur, il nous apprend qu'il est en phase terminale d'un cancer de la prostate, donc il va mourir, et il décide d'aller passer ses derniers jours auprès de sa fille. On se dit au départ, ben oui, évidemment, il va aller auprès de sa fille pour se faire choyer, pour qu'elle prenne soin de lui, etc. Que nenni. Il nous dit, j'y vais pour l'achever. C'est un huis clos familial qui se déroule donc entre ce monsieur-là, le narrateur principal, le docteur Dieu, comme tout le monde l'appelle, docteur Dieu parce que c'est écrit en créole mauricien. Il s'appelle docteur Bissam, je crois, avec sa fille et sa petite fille. Voilà, donc si vous voulez qu'on en parle en détail, je vous en parlerai aussi.
là, on sera en présence d'un misogyne. Pour ceux qui me suivent déjà sur Instagram, je pense que vous avez vu à peu près ce que j'en pense. Je n'ai pas donné de détails comme d'habitude. Hein. Il n'aime pas le féminisme. Évidemment, il n'aime pas les féministes et les femmes qui ouvrent leur bouche parce que pour lui, les femmes doivent être soumises, assujetties, obéissantes et c'est tout. Elles doivent être femmes et rester à leur place et obéir au doigt et à l'œil, à leur patron, à leur maître, à savoir leurs époux. Ouais. Vous faites une idée du livre. Donc voilà, c'est un roman que je vous recommande. Mais je vous préviens quand même qu'il y a toutes sortes de violences dans ce roman. C'est pas une violence à laquelle on assiste, hein, c'est pas genre on est en train de bastonner une femme et vous le voyez sous vos yeux, etc. Mais juste dans le langage de ce narrateur, il n'y a pas un mot gentil, il n'y a pas un mot tendre en fait. Et ça fait d'autant plus mal que c'est un mari, un père et un grand-père. Et il n'a pas un seul mot doux pour les 3 femmes de sa vie. C'est une mauviette, mais pour se sentir Dieu, pour se sentir homme, pour se sentir viril, il a besoin de, quelque part, ridiculiser ou, oui, affaiblir les femmes autour de lui. Il n'a pas suffisamment de couilles, en fait, pour tenir face aux femmes de sa vie. Mais il ne le reconnaît même pas, parce qu'il se prend pour Docteur Dieu. L'ombre animale de Mackenzie Orsel. Que vous dire de ce roman? Je ne m'attendais pas en fait à l'aimer au point où je puisse vous en parler, quoi. Il m'a captivé. C'est l'histoire d'une femme qui nous parle d'outre-tombe, qui nous raconte sa vie rêvée finalement. La vie qu'elle a vécue, la vérité, etc. Mais sa vie rêvée dans le sens où de toute sa vie, elle n'avait pas droit à la parole. La parole était monopolisée par son père. D'ailleurs, le livre s'ouvre sur le portrait des personnes qui ont compté le plus dans sa vie, à savoir son père, Mackenzie, un être ignoble, presque aussi ignoble que... oui, enfin, ils font pratiquement les mêmes choses. Il est aussi ignoble que le Docteur Dieu, finalement, Mackenzie. Il n'y a rien en lui, enfin... J'ai essayé de trouver un peu d'humanité en lui, même en connaissant son passé, je n'arrive pas à l'excuser pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il a eu à faire avec, que ce soit sa femme ou même avec ses enfants. Ensuite, on a Orsel, qui est le frère donc, de la narratrice. Au départ aussi, pareil, j'avais un peu d'empathie pour lui, je me disais oui, il a subi quelque chose, il a un choc, c'est pour ça qu'il est un peu comme ça, passif, etc. Mais finalement, quand je regarde les femmes autour de lui, je me rends compte que ces femmes-là ont subi beaucoup plus que lui, ont connu plus de traumas et elles sont restées debout, elles ont continué à avancer. Donc au final, je me suis dit c'est un pleurnicheur, c'est juste une mauviette comme les autres finalement. Oui, ok, t'as été choqué une fois, mais alors t'es un homme ou t'es pas un homme? Tu te relèves. On a tous des traumas dans la vie et on avance. Et donc le fait que Orsel ne se relève pas de ça, de ce choc, il y a toi, pardon, la mère qui s'appelle Toi, tout comme la narratrice au final. Toutes les femmes en fait dans cette famille, depuis plusieurs générations, portent le même prénom. Donc la maman s'appelle Toi, la narratrice aussi du coup s'appelle Toi. Toi c'est une femme... on ne peut pas plus asservie, plus assujettie, elle est muette, elle ne fait rien, c'est une chose. Parce qu'elle a été vendue à Mackenzie. Mackenzie s'est acheté une femme, en fait, il s'est levé, il est allé au marché, comme vous achetez de la viande, comme vous achetez du bétail, il est parti, il a acheté cette femme-là. Donc, il se sent propriétaire d'elle et il se donne le droit de faire tout ce qu'il veut. Quand je vous dis tout, c'est tout. Les femmes dans ce roman, en fait... Elles n'ont droit à rien, elles n'ont le contrôle de rien, même pas de leur corps. Quoiqu'une fois, Toi va prendre la décision concernant en tout cas la maternité. C'est la seule fois elle va prendre une décision là concernant sa vie et concernant son corps. Sinon, le reste du temps, elles sont soumises, elles sont effacées, elles sont muettes. On assiste à tout, il y a des abus... de toutes sortes. Ça fait mal, mais en même temps, moi j'aime la résilience de ces femmes. J'aime la force qu'elle a, finalement, cette narratrice, de nous dire ce qu'elle pense. Elle nous montre tout. J'aime bien ce genre de roman. Elle nous montre les choses sans nous dire voilà ce que vous devriez faire si vous étiez dans cette situation. Voilà comment. Non, c'est juste voilà ce que moi j'ai vécu, voilà ce que ces femmes-là ont vécu, etc., etc. Il y a un inconnu, l'inconnu mâle qui vient qui apparaît dans ce roman, qui est un arnaqueur de première parce qu'il vient de la ville et il vient dans un village où il n'y a rien. Parce que l'autre personnage clé de ce roman, c'est le village dans lequel est née la narratrice, le village où elle périt d'ailleurs, où elle rendra son dernier souffle, qu'elle ne quittera pas, même quand sa famille bougera, elle restera là, fidèle à ce village. Et il y a l'inconnue féminine qui, elle, vient et...
nous donne, enfin, m'a presque donné l'impression que la famille de toi, finalement, de la narratrice, était presque normale en matière d'abus ou de mélange de tout genre concernant les mœurs. Mon Dieu, ce roman, beaucoup de choses, beaucoup de choses.